Et toi t'es arrivé. SP. Je suis pas un chasseur non plus. Tu vois, moi j'étais un peu justement dans cette forme-là de par mon harcèlement scolaire. Je me considère comme une balle de tennis. Là, si vous deviez donner deux qualités et deux défauts à l'autre. Moi, dès le départ, voilà, je vais instaurer des règles dans notre couple. Et un sens de l'orientation un peu bancal aussi. Qui est le plus drôle? Quoi? Alors bienvenue dans l'émission Sous les apparences, l'émission où on déstigmatise la santé mentale et on brise les barrières culturelles et sociales avec authenticité et sensibilité. Alors merci beaucoup à Au Plus Haut Média qui sponsorise cette émission. Moi je me présente, donc pour ma part je m'appelle Tanguy. Moi, c'est Paul et on est deux associés donc, sur Au Plus Haut Média et on va aujourd'hui parler de sujets qui touchent beaucoup de gens. Les relations, le couple, les réseaux sociaux. Et pour ça, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Cyril, alias Mr. Dreamax. Yeah, c'est moi. Et Eulalie, alias Mademoiselle Destiny. C'est moi aussi. Ravi de vous avoir là, ça fait trop plaisir. Yeah, on vous remercie pour l'invitation, Mr. Tanguy, Mr. Paul. C'est un plaisir d'être ici. Yes. Et aujourd'hui, on va partager un maximum de valeurs. La santé mentale, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et donc là, on est chaud bouillant. C'est pas très chaud, mais Ouais. balancez vos questions, on y répond avec grand plaisir. Trop cool. Et aussi, merci de nous accueillir chez vous parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est chez vous. Donc merci, merci de nous faire cet honneur. Avec plaisir. Le studio Dreamax. Ah ouais, un sacré studio, trop propre. Pour commencer, on va commencer par un sujet qui est à la base de tout, l'enfance. Quel enfant vous étiez? Tu peux commencer? Ah, direct. Vous avez vu comment j'ai de la main? Ah, je dis ça avec bienveillance. Alors, étonnamment, la personne que je suis aujourd'hui, sociable, extravertie, joyeuse, eh bien, quand j'étais enfant, j'étais à l'opposé. Non, moi aussi. Et moi, j'ai grandi dans le 93, et ensuite ici dans le 94. Et pendant ma primaire, collège et même lycée, j'ai toujours été considéré comme un asiatique, voire un chinois pour certains. Et c'est clairement ça court pas les rues. Et ça, on me l'a bien fait comprendre. Et ça fait que pendant que j'ai grandi, je sentais j'étais sans me victimiser un petit peu, mais un peu différent. Et ça, peut-être, ça m'a forgé. Au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, j'en ai décidé de faire une force. Et aujourd'hui, quelqu'un peut m'insulter, je m'en fous, ça me fait plus rien, parce que de mon enfance, ça m'a immunisé. Mais après, ça n'a pas toujours été facile. Et je pense que quand tu grandis, tu essayes de combler un petit peu ce que tu n'as pas eu dans ton enfance. Et pour toi, Eulalie, t'étais quel genre d'enfant? Avec ton discours, du coup, j'ai un petit peu réfléchi. Et c'est vrai que moi, j'étais quand même très différente. Dans le sens où j'étais quelqu'un de très négatif, quelqu'un qui râlait énormément. Et en fait, il y a un jour où j'ai perdu tous mes proches à cause de ça. J'ai perdu mes amis. En fait, je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Et c'était un petit peu un déclic pour moi dans ma vie. Et c'est là que je me suis remise en question. Et que j'ai commencé à changer. Donc mon père, il m'a toujours dit, quand j'étais jeune, faut que tu vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et donc c'est là vraiment que j'ai compris le sens de ce proverbe, en quelque sorte. Et ensuite, j'ai rencontré une personne qui m'a mis sur le chemin du développement personnel. Et donc tout ça, c'était vers mes 14 ans. Et je me suis intéressée à ça, et à l'époque, j'ai été très influençable. Donc j'ai tout de suite changé de bord. Et en fait, là, je suis allée à l'autre extrême. Donc j'étais plus du tout négative, mais j'étais tout le temps positive. Limite à rejeter le négatif. Et donc, il y avait quand même un côté toxique, mais je me retrouvais plus. Et je me suis aussi fait des nouveaux amis qui m'acceptaient pour ce que j'étais. Et donc après, ça allait beaucoup mieux dans ma vie. Je me suis développée personnellement, physiquement, etc. Et voilà, donc j'étais quand même quelqu'un de très différent, même si j'étais quand même extravertie, j'ai toujours aimé l'art, etc. Et ça, je le retrouve toujours maintenant. Mais voilà, c'est ça qui a changé chez moi. Ok, et du coup, juste par rapport à votre profil, si vous aviez un souvenir précis et concret à nous partager, ce serait plus lequel? De par justement la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Alors moi, j'ai un exemple. C'est pas un souvenir précis, je dirais. C'est plus un concept.
Tout d'abord, j'ai dit qu'on cherche à combler ce qu'on n'a pas eu quand on était enfant. Et ça, je le pense vraiment, de par mon papa, qui est malheureusement plus là. Mais lui, il faut savoir qu'il vient du Vietnam et il a grandi, lui, dans son enfance, il avait rien. C'était vraiment voilà, l'enfance, l'éducation vietnamienne avec le strict minimum. Et du coup, quand il est arrivé en France et qu'il commençait à bien gagner sa vie, là, il avait la possibilité de se faire plaisir, il avait un meilleur pouvoir d'achat et il commençait à acheter pas mal d'objets. Et donc, étant moi enfant, j'ai grandi avec plein d'objets autour de moi. Mais vraiment, c'était le bazar. Ici, vous voyez, c'est bien rangé, etc. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, ce même endroit-là, c'était le bazar. Et du coup, moi, ayant grandi autour de beaucoup d'objets, je me suis dit, ok, quand je serai grand, je voudrais vivre dans un environnement qui soit propre, épuré et avec le strict minimum fonctionnel. Et c'est en ça où je me dis que quand tu es enfant et que voilà, tu as un certain environnement qui te déplaît, eh bien, quand tu es adulte, tu feras tout pour le compenser et avoir l'opposé. Trop bien. Très intéressant. Et toi, Eulalie? Moi, je me rappelle. C'est pas que je me rappelle, c'est mes parents qui m'ont partagé ce souvenir-là. Donc, en fait, quand j'étais petite, j'allais à des spectacles avec mes parents. Et il y a un jour, en fait, je me suis retrouvée sur scène à parler aux parents, alors que c'était pas moi du tout qui devais être sur scène. Elle fait coucou les parents, ça va et tout. Et en fait, de ça, maintenant, ce que je peux en tirer, c'est qu'il y a quand même une part de nous, une part d'enfant intérieur qui restera toute la vie avec nous au final et qu'il faut pas rejeter en quelque sorte parce que ça nous dit énormément au final sur notre personnalité et sur ce qu'on aime. Et moi, ce que je peux tirer de ce que j'ai fait sur scène, c'est que je pense que plus tard, je peux inspirer des personnes avec ma parole, avec ce que je dis, etc., avec mes valeurs. Et c'est aussi pour ça que je veux être conférencière. J'aime bien dire qu'il y a des personnes de l'ombre et des personnes de lumière. Les deux sont tout autant honorables dans leur vie. Mais je pense que moi, je suis une personne de lumière et je suis faite pour être sur la scène et pour essayer d'élever les gens vers le haut. Et ça, je l'ai su avec ce souvenir-là. C'est vrai qu'il y a un vrai point que tu as relevé et que vous avez tous les deux relevé. C'est en fait l'enfance. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues dans leur vie, arrivées post-études à 25 ans à peu près. C'est un peu la moyenne. Et en fait, faut partir de ce qui nous animait enfant. Par exemple, est-ce quand on était sur scène, on avait envie de parler? Est-ce que, je sais pas, petit, moi j'adorais jouer au Playmobil parce que j'étais quelqu'un de très créatif, j'adorais l'imagination. Donc repartir de ce qu'on faisait petit, en fait, ça nous permet de savoir en fait ce qui nous anime et ce vers quoi on veut aller. Et c'est un peu ce vers quoi vous tendez via ce dont vous venez de parler et le chemin que vous empruntez, c'est ça? Ouais, ça me rappelle un concept super intéressant. Je sais pas si tu connais la métaphore de l'arbre. Grosso modo, imaginons que on est tous des plantes. Okay. Et quand tu grandis de tes 0 à tes 18 ans, tu es chez tes parents, tu es dans un pot. Okay. Et ton éducation, ça va être ton tuteur. Exactement pour une plante, c'est marrant, c'est exactement le même nom. Pour qu'elle pousse droit, il lui faut un tuteur. Et ça va être déterminé par ton éducation. Il y en a, ils n'ont pas de tuteur, donc voilà, ils n'ont pas d'éducation. Et la plante, quand elle grandit, c'est de travers. Et puis, passé l'âge de 18 ans, eh bien, il faut sortir du pot familial. Il faut sortir, faire sa vie, grandir, prendre son indépendance. Et donc là, tu passes du pot à la terre. Et on voit directement la différence des plantes qui ont grandi avec un tuteur. Donc là, on enlève le tuteur, ils vont continuer leur croissance vers le haut. Donc voilà, une plante bien formée. Et les autres, qui ont eu une éducation, une enfance assez compliquée, assez difficile, la croissance, elle s'est faite de travers. Et donc quand tu sors la plante du pot, eh bien, elle va pousser de travers et passer un certain âge. Des fois, il y a des personnes, tu te dis, waouh, ça c'est la résultante de leur enfance, de leur environnement. Ils ont continué dans ce chemin-là. Ils n'ont jamais essayé de redresser l'arbre. Et c'est pourquoi c'est super important, dès le plus jeune âge, de direct inculquer aux personnes les bonnes valeurs, donner une bonne éducation. Moi, je sais, plus tard, si j'ai des enfants, direct, je maximise l'éducation, coûte que coûte, à tout prix. Et comme ça, plus tard, si t'es bien fait, si t'as la bonne direction, juste tu grandis vers cette direction et c'est la métaphore de l'arbre. T'as pris le meilleur exemple parce que tu vois, moi j'étais un peu justement dans cette forme-là de par mon harcèlement scolaire.
Et en fait, au final, c'est au fur et à mesure, j'ai essayé de me former, c'est le voyage qui m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aidé justement à retrouver, on va dire, la vraie forme du tuteur, tu vois. Donc finalement, ton image est parfaite sur beaucoup de personnes, du coup, qui sont victimes des troubles mentaux, de maladies mentales, ou alors de harcèlement scolaire, ou d'autres épreuves encore plus difficiles à vivre. Donc l'image est folle. Très bien, trop cool. D'ailleurs, je te félicite, parce que redresser un arbre, c'est très long, c'est super dur et ça demande énormément de travail sur soi. Parfois, il y a des arbres qui sont droits et ils se rendent pas compte de toute la chance qu'ils ont. Ouais, exactement. Et aussi dans le business, c'est super intéressant. Je termine sur ça. Imaginez une jungle, une forêt plutôt, avec plein d'arbres qui poussent droit. Et en fait, si t'es pas grand, t'es pas droit, t'es un peu penché, les autres arbres te font de l'ombre. C'est la compétition. Et la compétition pousse à toujours aller vers le haut, plus grand, plus fort. Alors qu'on le voit en plus aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de personnes finalement qui ont énormément de problèmes ou qui n'ont pas eu une enfance très simple et qui finalement arrivent de par une faiblesse à la base, finalement devenir une force. Finalement, cette force-là permet de répandre de la lumière devant même d'autres personnes qui ont vécu une enfance beaucoup plus soft ou normale, si on peut dire ça comme ça. Donc en vrai, c'est pas stylé. Par rapport à ce que vous avez dit, si vous deviez citer un exemple, un élément qui vous a forgé et qui fait que vous êtes la personne d'aujourd'hui, ce serait lequel ? Vas-y, Eulalie, je pense que tu as eu un déclic. Tu peux approfondir ton déclic. C'était à 14 ans, c'est ça ? Oui. Donc à ce moment-là, j'ai eu ma sorte de première relation amoureuse. Et donc la personne m'a quittée. Et pour moi, là, j'étais au fond du gouffre. Limite, je pensais, j'avais des idées un petit peu noires, voire suicidaires. Et je voyais plus ma vie sans, en fait, alors que j'étais super jeune. Enfin, je me rendais pas compte. Je pense aussi parce que c'était ma première relation. Qui avait duré combien de temps 9 mois, je crois. C'est ça, mais mais quand on est jeune, on a une autre perspective aussi des relations, de l'amour, etc. Surtout aussi dans la période dans laquelle on est, l'époque. Enfin, je pense que nos parents, c'était aussi différent. Et je pense aussi, ce qu'il m'a dit en me quittant, c'est que c'est une personne, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, extrêmement négative. Et donc c'est là que je me suis remis en question. Et aussi la phrase de mon papa. Donc vois le verre, en fait, simplement à moitié plein et pas à moitié vide. Je pense que c'est la phrase qui a changé ma vie en quelque sorte. Donc l'émotion qui s'émanait le plus justement de cette période de ta vie, c'était plus quel style d'émotion ? C'était vraiment de la tristesse ou tu avais quand même un peu cette émotion de résilience quand même au fond de toi de par la phrase de ton papa ? Ça arrive plus tard avec du recul. Sur le moment, déjà j'avais pas confiance en moi, je me jugeais constamment, j'avais énormément peur du regard des autres. Je m'en souviens, une fois j'étais avec mes écouteurs dans la rue et juste en fait j'étais là, je dansais un tout petit peu et après je me suis dit mais pourquoi tu fais ça, t'es nul et c'est nul de faire ça. Enfin, je me critiquais tout le temps et en fait j'étais pas fière de moi et je me suis dit faut que ça change parce que je me dégoûtais trop au final. Et maintenant je suis fière de qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, je suis avec une magnifique personne, je suis bien entourée et la vie que je me construis maintenant, je la trouve beaucoup mieux, je suis beaucoup plus épanouie maintenant qu'avant, quoi. Mais ces périodes avant ont du coup aidé à arriver à cette période d'aujourd'hui où... Je pense que oui, je portais un masque surtout, surtout avec les autres. J'ai essayé d'être quelqu'un que j'étais pas vraiment au fond de moi. Moi j'ai toujours été un petit peu folle, j'adore être authentique, etc. Et je pense que c'est pas pour tout le monde. Donc je suis contente d'avoir une personne un peu comme moi. Et maintenant je peux exprimer vraiment qui je suis à travers plein de choses, à travers l'art, l'auto-expression. J'adore chanter, j'adore danser, dessiner, vraiment m'exprimer sous toutes les formes. Et avant je le faisais pas forcément et je pense que je me sentais un petit peu opprimée. Et j'avais besoin d'exprimer tout ça. Donc voilà. Ouais, de sortir de cette prison du regard des autres, quoi, un peu, en quelque sorte. Le regard des autres était très présent chez moi. Et moi, mon déclic. Alors déjà, avant que je vous partage quel a été mon déclic, je tiens à préciser des baffes. Moi, ce que j'appelle la baffe de la vie, c'est à double tranchant. Et pour avoir un déclic, il faut une baffe. Et en fait, ça va dépendre de l'individu, si de base il est fragile ou antifragile. C'est sûrement un concept que vous connaissez par Nassim Nicolas Taleb. On prend une ampoule, on l'éclate au sol, elle se casse en 1000 morceaux. Alors qu'on prend une balle de tennis,
on l'éclate au sol, exactement la même force, et bien là, elle va rebondir et pourquoi pas encore plus haut. Concept fragile, antifragile. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un profil antifragile dès le départ. Comme je vous avais dit, dans mon enfance, voilà, j'étais plutôt réservé. J'étais très très bon à l'école, des facilités énormes. Moi, ça a toujours roulé comme sur des roulettes. Mais par contre, niveau social, c'est vrai que j'avais parfois un peu plus du mal rien qu'à aller aborder une fille et ça me terrorisait, je savais pas comment m'y prendre, ou même parler en public ou faire des vidéos, m'exposer sur internet, c'était des concepts totalement inimaginables et pourtant c'est mon quotidien aujourd'hui. Et en fait, mon déclic, ça a été lors de mes 20 ans. Donc moi j'ai ouvert les yeux sur le monde du développement personnel beaucoup plus tard que toi, Eulalie. C'est déjà jeune quand même. Ah, ça reste jeune, mais voilà, à 20 ans. Parce que là, vous avez quel âge? Moi j'ai 19. 23. 23, 19, ok. Et donc, à 20 ans, je passe mes concours pour rentrer en école d'ingé. Après 2 ans de prépa, à gratter du papier, à ouvrir des bouquins jour et nuit, je suis prêt à passer les concours. Et pile à ce moment-là, malheureusement, du jour au lendemain, je reçois un coup de téléphone de ma mère. Désolé Cyril, papa il est parti. Et je fais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Et on était en Thaïlande, il a mangé de la mauvaise nourriture et un parasite qui l'a tué net. Et là, ça te fait un choc parce que tu te dis, waouh, toute ta vie, tu étais dans ce pôle justement, assez confortable. Tu te disais, voilà, les études, je les ai pour mes parents. Mon métier, c'est pour gagner de l'argent, pour les rendre fiers aussi, vivre dignement. Et maintenant que ce cadre saute, ce qui reste, c'est les valeurs et l'éducation que tes parents t'ont inculquées. Et ça, tu prends conscience de plein de choses. Tu prends conscience de la mort, du temps, des proches, des relations, des responsabilités. Et à ce moment-là, période très difficile, je me rappelle, il y a ma mère, elle est revenue en France et elle m'a posé la main sur l'épaule comme ça, elle m'a dit « Cyril, maintenant c'est toi l'homme de la famille ». Et je vous promets que à l'instant où elle m'a dit ça, ça fait comme un électrochoc. Et le lendemain même, première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait des pompes et je me suis musclé les épaules parce que j'ai senti le poids des responsabilités. Vraiment. Spider-Man. Ouais, DreamHack était en train de naître. Et exactement, c'était le début du DreamHack. Et en fait, après ça, je me suis dit, j'en ai marre de qui je suis, j'en ai marre d'être faible. À l'époque, je pesais 57 kilos pour 1m75. J'en ai marre d'être ignorant. Je savais qu'il y avait plein d'informations qui me manquaient pour devenir une meilleure personne. J'en avais marre d'être timide avec les autres. Et je me suis dit, ok, au lieu de devenir la meilleure version de soi-même, pourquoi pas d'abord corriger nos défauts et tuer l'ancienne version de soi qu'on n'a plus envie de voir. Okay. Et c'est le début de Mr DreamHack. Donc je passe les concours, à la fin de mes concours, je me dis ok, une fois que je rentre en école d'ingénieur, la seule chose que j'ai envie, c'est ouvrir ma chaîne YouTube et commencer à repartager des conseils en développement personnel qui m'ont moi-même aidé à aller mieux. Et je me suis dit, je connais des trucs qui sont trop intéressants pour être gardés que pour moi, donc let's go repartager tout ça. Et ensuite, vous connaissez la suite de l'histoire, chaîne YouTube, chaîne TikTok, réseaux sociaux, et aujourd'hui, c'est mon métier à part entière. Et là, que du kiff, que du plaisir en ce moment. C'était Confucius, il disait, quand t'aimes ton travail, c'est pas un travail. C'est vrai que toi, t'as une grande force aussi, je trouve, et que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps, c'est que t'arrives à tirer les leçons du passé, mais aussi à changer l'histoire que tu te racontes, et pas forcément voir ton passé comme un fardeau, mais plutôt comme une bénédiction. Et ça, c'est franchement une grande force. Et contrecarrer, un peu le phénomène d'auto-sabotage aussi, quelque part. Parce que finalement, quand tu restes un peu dans ton passé, finalement, Je me considère comme une balle de tennis. Ouais, si tu me frappes, je rebondis plus haut. Comme l'a dit Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et toi, c'est vraiment ce que ça a fait sur toi. Et c'est ça où je disais, ça a double tranchant, parce que moi, ça a été la perte d'un proche. Certains, c'est une rupture, comme toi, Eulalie. D'autres, c'est une désillusion totale dans un projet. D'autres, c'est de la trahison. Donc, chacun a sa baffe de sa vie à sa manière. Mais c'est très important d'adopter cette mentalité, de se dire, je suis une balle. Si on me frappe, je rebondis et je ne vais pas me briser. Parce que si on te brise,
là, ça met des années à se redresser. Pour une situation égale, ça qui est fort. C'est fort, et aussi il y a aussi un sujet, c'est que par exemple une relation, il y a peut-être des personnes qui vont vivre un deuil peut-être moins difficilement qu'une rupture ou autre. Je pense qu'il y a quelque chose de très subjectif aussi là-dedans, où en fait tout nous est propre. Peut-être que ouais, c'est ça la perception qu'on a des épreuves, et comme tu l'as dit, en fait il faut avoir un peu un mindset positif moi j'adore la phrase de tout arrive pour une raison. C'est chaque élément qui vous a forgé durant votre enfance fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aussi, je pense que c'est pour ça que vous êtes intéressé au développement personnel et que vous le partagez, parce que vous avez dû apprendre tellement de choses. Et en soi, remercier un peu ce qui vous est arrivé dans le passé. Par exemple, on en a un peu parlé aussi avec Tanguy quand on avait eu aussi l'idée du plus haut, mais moi je suis passé par une dépression. Je remercie la dépression. Je remercie le fait que pendant 2 ans, j'ai été au fond du trou, j'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit et pas bouger. Parce qu'aujourd'hui, je prends soin de moi, j'ai arrêté l'alcool, je me suis mis au sport comme toi. Enfin, tous ces éléments-là nous forgent et font qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Exactement. Je vais prendre un exemple. Imaginons, nous 4, on va faire un voyage en Égypte. Chaud, Okay. chaud. Ouais, On grave. prend les billets. Tout de suite. Et en fait, on a envie de voir ça ressemble à quoi les pyramides, parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble et on les a jamais vus de notre vie. On se dit, ça ressemble à quoi, je sais pas. On se divise en 2 groupes. Vous allez voir les pyramides avec un chameau, et nous, on va voir les pyramides en hélicoptère. Parce que, voilà, on a un peu plus de moyens. Oh. Et vous voyez les pyramides devant vous, sur les chameaux, et vous les regardez de face et vous voyez un triangle. Vous dites, ok, très bien, vous rentrez à l'hôtel. Nous, on va dans un hélicoptère, on regarde les pyramides, on les voit du dessus, on voit des carrés. On se dit, ok, très bien, on va à l'hôtel. Maintenant, on se concerte et on se dit, ok, ça ressemblait à quoi les pyramides? Les pyramides, ça ressemble à des triangles. On fait, nous, les pyramides, ça ressemble à un carré. Et en fait, pour la même chose, eh bien, on a 2 perceptions différentes. Qui a tort, qui a raison? Les 2 ont raison. Ou du moins, les 2 ont une partie de la vérité. Et en fait, quand tu subis un événement assez choquant, ou même qu'il soit positif, neutre, ça c'est juste une perception, un point de vue. Et il y en a qui, au lieu de voir des carrés, ils voient le négatif partout. Et on a d'autres, au lieu de voir des triangles, ils voient le positif partout. C'est très important avant d'être sûr de c'est quoi ce qu'on a en face de nous, de se poser des questions. Et en fait, la vérité, c'est qu'une pyramide, c'est ni un carré, ni un triangle. Une pyramide, c'est une pyramide. Et pour la comprendre, il faut avoir les 2 bouts. Et c'est qu'en ayant les 2 bouts et qu'on pense en 3D, donc là on commence à penser en dehors du cas, et qu'on se dit, ah ouais, en fait, dans le monde, dans la vie, tout est une histoire d'équilibre, tout est une histoire de nuances, tout est une histoire de yin et de yang, et c'est pas tout blanc ou tout noir. Et c'est très important d'échanger, de communiquer, parce que personne ne détient la forme de la pyramide en entière dans sa tête, on détient tous une partie. Trop bon exemple, et justement c'est là où il y a une question qui me vient, c'est que du coup toi par exemple Eulalie, du fait du traumatisme que tu as eu par rapport à une relation du passé que tu nous racontais, comment du coup tu as pu changer aussi ta perception en rencontrant Cyril? Alors c'est pas Cyril que j'ai rencontré tout de suite, c'est une autre personne. Ouais, mais... pas à 14 ans. Après justement, ouais. Non, tout à fait. Ouais. Mais oui, je pense déjà que j'étais très influençable, comme je cherchais à plaire, etc., à être acceptée, rentrer dans le moule. J'ai écouté cette personne, et je pense qu'aussi la vie, elle l'a mis sur mon chemin pour une bonne raison. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de voir la vie comme quelque chose qu'on subit, mais quelque chose comme quelque chose qu'on choisit. Et je me suis dit, en fait, cette histoire, elle s'est finie. Mais c'est pas que je suis triste que l'histoire ait une fin, je suis plutôt heureuse que l'histoire, elle ait eu lieu au final. Et c'est vraiment ça que j'ai changé dans ma perception. C'est, voilà, comme tu as expliqué, voir sous un autre angle. Voilà, voir la pyramide comme une pyramide au final. Mais justement, sur la relation qui a suivi, c'était avec Cyril ou pas du tout?
Non, c'était une autre personne encore. Encore, c'était ok. Ouais. Et après, oh non, je rigole. Non, et du coup, justement, quand tu as rencontré Cyril, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Qu'est-ce qui s'est un peu émané de toi, tes émotions, ton ressenti? Déjà, il faut savoir que quand on s'est rencontrés, alors moi je cherchais pas du tout à me mettre en couple, j'étais vraiment focus sur mes études, etc. Et toi c'était pareil. Et C'est le meilleur moment. ouais, Quand on est droit dans ses bottes, c'est le meilleur moment pour rentrer. et d'ailleurs ma vidéo du jour c'est sur ça, celle qui va sortir à 19h30, mon reel. Regardez sur TikTok. Exactement. Et en fait c'est quand tu lâches prise et quand tu te concentres au final sur toi, sur tes projets, sur l'énergie que tu dégages, que tu vas trouver une personne qui va matcher avec ton énergie. Et faut pas courir après l'amour et chercher vraiment à combler un manque parce qu'au final ça va juste être pire. Et moi c'est quand je me suis concentrée sur moi que je voulais pas être en couple. D'ailleurs il y avait même d'autres personnes qui étaient intéressées mais je leur disais non en fait là je suis pas dans une phase comme ça. Et toi t'es arrivé. Et Cyril est arrivé. Je suis pas un chasseur non plus. Il t'a claqué une demi-heure comme ça. Ouais, il attendait que ça. Je fais c'est bon, c'est maintenant. C'était une évidence en fait et je l'ai juste su que lui il fallait que je le choisisse et que si je vivais pas cette aventure j'allais regretter et je regrette toujours pas depuis 2 ans. Voilà, toi ton ressenti c'est quoi sur la situation? Tu l'as vécu comment toi? Bah c'est vrai que en fait on s'est rencontrés déjà juste avant que je perce, donc je tiens à préciser que j'ai fait ma séduction en mode legit, sans les millions d'abonnés derrière et tout comme aujourd'hui, donc c'était vraiment à l'époque je faisais mes petites vidéos tranquilles mais j'étais pas très connu. C'était à ma rentrée, donc je faisais mes vidéos en parallèle de mes études d'ingé. Et à la rentrée, je me suis dit, ok, c'est vraiment focus vidéo, études, et rien d'autre. Et à cette période-là, moi, j'aimais bien réseauter, donc faire connaissance avec des nouveaux créateurs. Et puis, j'avais vu son compte Instagram. Elle avait repartagé une de mes vidéos et j'ai vu qu'elle faisait du contenu aussi en dev perso. Et moi, tous les créateurs, c'est des collègues, donc je vais à leur rencontre. Et moi, je pensais que c'était une habitude pour toi de faire ça. Hein. Il a déjà dû faire ça avec plein de filles. Il a dû en chercher plus d'une. Ouais. En fait, j'ai abordé plein de créateurs de contenu, pas forcément des filles. Et dans le lot, il y avait Eulalie. Et il faut savoir que moi, en termes de relations, j'ai que 3 critères. Ils sont très simples mais très durs à cocher. Premier critère, c'est qu'elle me plaise physiquement. Deuxième critère, c'est qu'elle me plaise dans sa personnalité. Et troisième critère, c'est qu'elle me plaise dans son intelligence. Très souvent, j'ai rencontré des filles qui avaient soit 1, soit 2. Mais Eulalie, c'était la première qui avait les 3 critères. Je me suis dit, waouh! C'est la première fois que je parle à une fille qui coche ces 3 critères. Ok, let's go faire un deuxième appel pour voir si je suis sûr de ce que je veux. Et pareil, deuxième appel, conversation incroyable. Alors d'habitude, il faut savoir, moi quand je réseaute, mes appels ils durent 1 heure. Là, les 2 appels ont duré plus de 3 heures. C'est même la connexion qui a mis fin à l'appel parce que j'en avais plus. Ouais, la connexion, la batterie, enfin bref, c'est... Minuit 30. Ouais, on pouvait parler toute la nuit. Et puis à un moment, je me dis, ok, la première fille qui m'intéresse vraiment, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais lui demander si elle connaît un bon resto dans sa ville. Et après, elle va me demander pourquoi. Et si c'était le cas, elle m'a demandé pourquoi. Et après, je vais lui dire tout simplement parce que j'ai envie de t'inviter. Donc c'est toi qui as fait le premier pas. Ouais, c'est moi qui ai fait le premier pas parce qu'il y avait une bonne connexion, je le sentais bien et j'avais envie de la rencontrer en vrai. Ouais, c'est ça, passer du virtuel au réel. Mais initialement... il y a eu 10 jours entre ça. C'était très rapide. Initialement, le premier appel avait juste pour but de faire connaissance et envoyer de la force et de connaître un autre créateur de contenu dans le dev perso. Je faisais des citations, c'est tout. C'est déjà ça. Mais c'est déjà ça, c'est déjà bien. J'ai évolué depuis. Et donc, de mon point de vue, en fait, quand est-ce que on arrive à trouver le bon moment et trouver un partenaire, moi, j'ai toujours cette image de là, j'ai mon objectif, là, j'ai un potentiel partenaire. Et si je regarde mon objectif, il y a un potentiel partenaire qui est de ce côté. Mais si je me focalise sur rechercher un partenaire, hop, ça fuit. Vous voyez, trop un petit peu. Suis-moi, je te suis-moi, je te suis. C'est ça. Exactement. Et donc, c'est très important d'avoir un objectif. Le mien, c'était de faire les meilleures vidéos possibles et de percer sur les réseaux sociaux.
Derrière, quand vous voyez que une personne elle est ambitieuse, elle a un plan dans sa vie, elle est carrée, elle est bien câblée dans sa tête, et bien ça donne envie. Et donc avec Eulalie, on était tous les deux bien câblés et on s'était dit pourquoi pas tenter une aventure. Et ce qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés, c'est oui, je plante des graines par-ci par-là et je regarde si l'arbre il pousse. Je suis là, mais tu fais ça souvent ou quoi? Il fait Ah oui, parce que les plantes, ça peut être des humains, mais ça peut être aussi des relations. Ouais, Quand vous venez de vous connaître, vous venez de planter une graine, et au fur et à mesure du temps, avec des expériences, ça c'est l'eau, et un peu de soleil, Là, on a un petit arbre. et là ça fait un arbre. J'adore cette phrase de « on récolte ce que l'on sème ». C'est on sème un peu des choses pour les récolter plus tard. Et c'est un peu ce que tu as... Surtout, on récolte lorsque l'on sème. Ouais. C'est vrai. C'est beau. C'est très... Elle est belle celle-ci, moi je vais me la noter après. Non, il y a aussi, du coup, pendant votre rencontre du coup réelle, c'est quoi qui a le plus marqué chez l'un et chez l'autre? Ce qui vous a le plus marqué chez l'un et chez l'autre? Vraiment. Moi, ce C'est-à-dire qui m'a le premier marqué- visu, quoi. C'est, En fait, avant de le rencontrer, j'avais regardé ses vidéos YouTube, bon, pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en avais regardé et j'étais en admiration un peu devant qui t'étais et devant ce que tu faisais. Donc, souvent on dit qu'il y a les 3 A. Tu veux expliquer les 3 A? Attirance, affection, admiration. Voilà. Attirance, c'est physique, Donc, ce que j'avais dit. Affection, c'est la personnalité. Et admiration, c'est l'intelligence. Voilà, donc moi en premier lieu, c'était l'admiration. Et en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai encore plus aimé sa personnalité, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de foufou. Je suis vraiment quelqu'un qui vit comme il a envie. Et j'ai vu chez Cyril aussi, je me suis un peu reconnue en toi. Et le fait que tu m'acceptais comme j'étais et que tous les deux on pouvait dire des conneries, c'est pas très grave, on se laisse vivre en fait, tout simplement. Et c'est ça que j'ai vu aussi. T'avais pas que le côté pro sur les réseaux, mais t'étais aussi un être humain à part entière avec un grand cœur. Et c'est ça que j'ai le plus aimé chez toi aussi. Mais ça, c'est Elle est gentille. mais ça, c'est un gros sujet aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de couples qui se forment aujourd'hui, qui passent donc, comme vous, du virtuel au réel, mais il y en a plein, du coup, qui sont des fois déçus dans le réel par rapport à ce qu'ils avaient vu du virtuel. Et donc, des fois, des gens se rencontrent et finalement, ils se disent « Ah, bon, finalement, il n'y avait peut-être pas cette admiration ou cet attrait-là, tu vois. » Ouais, moi je pense aujourd'hui à l'ère de WhatsApp et de FaceTime, pas besoin de perdre du temps à se déplacer pour une éventualité. Donc si jamais t'es pas sûr... Après, des fois, les gens sont pas sûrs, dans tous les cas. Tu vois, au moment où tu veux apprendre quelqu'un, peut-être que dans tous les cas, t'es pas forcément sûr, surtout pour des problèmes, par exemple, qui ont des problèmes de confiance en soi. En tout cas, moi, je le vois, par exemple, avec moi, tu vois, des moments, je suis jamais sûr quand je rencontre une fille, tu vois. Ouais, non, mais ce que je veux dire, par exemple, moi qui avait beaucoup de mal avec des filles avant, rien que de faire un visio, même si moi c'était pas ma raison première, mais t'as aidé à... imaginons quelqu'un, voilà, ils se sont rencontrés sur une application de rencontre, ils veulent faire connaissance un petit peu, ils ont déjà échangé par message, et au lieu de direct se voir en physique et de faire des kilomètres et des kilomètres, juste faire un visio, au moins autour de toi, t'es chez toi. T'as un environnement de sécurité et la seule chose qui peut faire peur, c'est juste ton téléphone ou ton ordinateur. Et t'es en face d'une personne et l'objectif, c'est simplement de la connaître. Alors pour connaître une personne, moi j'ai ma petite astuce. Je me focalise sur 3 choses. Voilà, toujours 3. C'est la règle des 3. Avec des 3. Pendant les premières rencontres, j'essaie de me focaliser sur son passé, son présent, son futur. D'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait et où elle va. Très simplement. Et comme ça me donne un aperçu rapide. Ça en dit beaucoup, ouais. Ça en dit énormément, c'est très rapide, mais ça en dit énormément sur le profil global de la personne. Et ensuite, en fonction de ça, est-ce que je veux l'avoir en vrai ou non? Au moins, si c'est non, j'ai gagné énormément de temps et d'argent. Si c'est oui, ça me donne encore plus envie d'aller la voir dans le réel. Ok, trop Et bien. puis, je pense aussi qu'il y a énormément de personnes qui ont des attentes envers les autres dans le monde actuel. Et ce qui fait que parfois ça crée des frustrations, pardon. Alors que c'est vrai que moi, quand je t'ai rencontré, j'avais aucune attente. Enfin, honnêtement, en tout cas, j'en avais pas. Et c'est au fur et à mesure que la relation s'est construite que là, j'avais des attentes. Après, le tout, c'est de les communiquer. Parce que sinon, comme je dis, ça crée des frustrations. Et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des attentes envers les autres, mais envers eux-mêmes, ils en ont pas forcément.
Et par exemple, il y a des personnes qui veulent sortir avec d'autres qui sont, j'en sais rien, super connus, qui ont énormément évolué, alors que même ils n'ont pas encore évolué l'intérieur. Et là, donc ça crée des frustrations, mais c'est aussi parce qu'ils sont pas au même niveau. Donc, Moi, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération Netflix où en fait, on a tellement de choix que en fait, on sait pas trop lequel choisir. Et on a toujours l'impression qu'il y a mieux ailleurs. Où en fait, on voit sur les réseaux sociaux que je sais pas si on parle par exemple, je sais pas d'un garçon, mais où telle fille, elle est magnifique, ou tel garçon est magnifique, alors qu'en fait, On tout en le fait monde, des standards. ouais, c'est ça, on en fait des standards, et alors que tout le monde est imparfait. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et heureusement qu'on a des défauts, parce que sinon la vie, elle serait en réalité un peu horrible. C'est beau des défauts. Ah. Hein. Ah, mais c'est Imper- magnifique les Ouais. défauts. moi, j'aime bien dire imperfect makes perfect. L'authenticité. Galette. Et d'ailleurs, en parlant de défauts, là, si vous deviez donner 2 qualités et 2 défauts à l'autre. C'est sympa. Ah, vas-y, toi, comment je pense que tu peux le dire facilement? Moi, je réfléchis un petit peu. Je pense pas les défauts ou les qualités. Je suis arrogant. Ça, c'était les qualités. Non. Alors, bon, bien sûr, t'as beaucoup plus de qualités que de défauts. T'as pas énormément de défauts, en vrai. Mais si je devais en dire 2, je dirais déjà que t'es quelqu'un de très humain. C'est-à-dire que... franchement, je pense que t'es la personne qui a le moins d'ego que je connaisse. Ou alors, si t'en as, c'est pour rigoler souvent. Ou dans le business, mais bon, ça, c'est un petit peu normal aussi d'en avoir. Et franchement, tu mets toujours ton ego de côté et t'arrives à faire la part des choses. Et franchement, ça, je l'admire. Parce que moi, je suis encore sur le chemin de la paix intérieure, là. Et ça, c'est une grande qualité chez toi. Puis voilà, t'es très généreux. Moi, ma famille, ils l'ont tout de suite vu chez toi. Enfin, c'est un truc qui déborde, en fait. Et ça, c'est fou. Et tu souhaites toujours le meilleur pour les autres. Tu veux réaliser de grandes choses dans le monde. Je pense que ça regroupe plein de qualités. Et c'est la meilleure chose que je puisse dire sur toi. Incroyable. Après, dans tes défauts, c'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai que parfois, tu manques un petit peu d'empathie dans le sens où t'es très rationnel. Mais même avec le temps, tu deviens un peu plus émotionnel, en tout cas avec moi. Et j'en souviens, au début, Elle m'a c'était dit. très clac, 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 comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis un peu plus émotionnelle, donc voilà. On manque d'empathie. Et un sens de l'orientation un peu bancal aussi. Alors, ça, on est deux. Ouais, ça, c'est bon. Ça, on est deux, donc c'est pas grave. C'est énorme. Heureusement, la Tesla, il y a le GPS intégré. Ça va tout seul. Ça se conduit tout seul, c'est bien. Ok. Alors, toi, 2 qualités, 2 défauts. Moi, j'adore la question. Déjà, il y a un proverbe chinois qui dit le pire des défauts, c'est de ne pas connaître ses défauts, parce que tu peux pas les améliorer sinon. Et pour Eulalie, je vais commencer par les défauts, je vais finir par les 2 points forts. En défaut, parfois, tu es trop gentil et tu as le syndrome du sauveur. Oui, Et pour moi, tu devrais mieux filtrer tes relations et ne pas accueillir trop de personnes à tout va dans ta vie. Faut que on te mérite dans ton amitié ou professionnellement parlant. Donc ça, c'est premièrement trop gentil. Deuxièmement, je dirais, en termes d'autodidacte, c'est vrai que tu apprends beaucoup de choses par toi-même, mais je pense que tu peux aller encore plus loin, encore plus vite. Et parfois, tu te reposes sur tes acquis. Il faut enlever justement cet ego-là et se dire je suis bête et je peux que en Non, apprendre. pas je suis bête, mais je suis ignorant. Je suis ignorant. Ouais. Et j'ai toujours plus à apprendre. Ouais, parce que si on se croit intelligent, c'est comme un verre rempli. Si tu peux pas le remplir de connaissances, tu peux pas le remplir d'eau plus, parce que ça déborde. Alors que si à chaque fois tu te considères comme un débutant qui connaît rien, c'est là où tu apprends et tu réapprends des choses et ça se consolide. Ah, c'est Donc- fou ça, le nombre de choses que tu peux apprendre parfois. Une fois, on était au parc de Street, je m'en souviens, et on a dit que, je sais plus ce qu'on avait dit, un truc complètement random. Et au final, le mec, il nous a appris plein de figures de street, alors que, bon, on en connaissait déjà quelques-unes, mais en fait, on apprend énormément en se faisant passer pour un ignorant. Et ça, c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens justement qui font croire qu'ils savent tout. C'est ça. Et dès que tu leur dis un truc, ah oui, moi je sais. Mais en fait, ils passent à côté de plein d'informations et de plein de connaissances. Et donc, en fait, s'ils étaient derrière, ils évoluent beaucoup moins vite, voire pas.
Donc c'est important justement de dire, ok, ça je le sais pas, ou même quand on sait quelque chose, quand on pense le savoir, prendre quand même l'information pour se nourrir et évoluer. Donc, exactement. Donc voilà les deux défauts, syndrome du sauveur et l'ego intellectuel. Et maintenant les deux qualités. La première, c'est l'ambition. Eulalie est très ambitieuse et moi je pense que le meilleur tueur de la procrastination, c'est l'ambition. Quelqu'un qui est ambitieux, il va chercher à réaliser ses objectifs et il va se bouger. En tout cas, c'est le point commun que je rencontre entre tous les plus grands bosseurs. Et deuxième grande qualité d'Eulalie, c'est qu'elle est ultra mature pour son âge. À 19 ans, franchement, moi j'étais encore en slip en train de jouer à League of Legends le soir en rentrant des études. Et si j'avais ouvert les yeux à son âge, je pense que là aujourd'hui je serais encore plus fort, plus intelligent, plus tout ce que vous voulez. T'es pas assez à ton âge, je rigole. Mais grosso modo, quand vous avez ce déclic, cette paf de la vie, plus vous l'avez jeune et plus vous avez la capacité de l'encaisser jeune, c'est ça aussi, faut pas que ça détruise, et plus ça va vous forger pour le reste de votre vie. Donc voilà un petit peu de qualité et de défaut de la vie. Je suis une vieille âme. Trop bien. Mais c'est une vraie question en vrai, ce truc de qualité de défaut, parce qu'il y a beaucoup de couples, en tout cas moi je le vois même au sein de que ce soit ma famille ou mes amis, souvent ils n'arrivent pas à donner deux défauts et deux qualités à leur partenaire. Et ils hésitent, ils sont en mode et tout. Mais pendant des heures et des heures, ils n'arrivent pas. Et on a un peu cette consonance de est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Alors bien évidemment c'est une relation d'un mois, je peux à la limite le plus le comprendre, mais des fois c'est des relations de 4, 5, 6 ans, voire plus, donc encore plus, parce que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans. Nous, 2 ans. 2 ans, et déjà ça veut dire beaucoup sur ce que vous dites. Ouais. Donc En vrai, tout est dans la communication parce que nous, à la fin de chaque mois, on fait un récap des expériences qu'on a bien vécues, selon nos ressentis, et des expériences dont j'ai dit mal vécues ou bien vécues. Bon, ce qu'on a bien et Ouais, on fait un pas feedback. bien vécu. entre vous. Ouais. Ouais, On feedback. fait, qu'est-ce que t'as bien aimé chez moi, qu'est-ce que t'as moins aimé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quoi. Exactement. Une fois par mois, le soir avant de dormir, on est là dans le lit comme ça. Ah ouais, t'as des choses à améliorer? Ouais, la dernière fois t'avais fait ci, on aurait pu faire ça. Ok, t'as des choses que tu m'as pas dit que t'aimerais me dire. Là, non. Ah si, en fait, je voulais te partager ça. Ok, j'entends, j'écoute. Et en fait, l'idée, c'est de mois après mois, c'est d'être meilleur dans son couple, de prendre en compte les besoins de son partenaire et ses envies. Et pareil aussi, si nous, faut pas se plier en quatre pour l'autre. Si toi aussi, tu as des besoins, des envies, les communiquer à son partenaire et trouver des solutions communes et vraiment se voir comme une équipe. C'est la clé d'un bon couple. C'est vrai, et communiquer de manière bienveillante, parce que je pense qu'il y a trop de couples qui se disputent de manière violente, alors qu'il y a plein de méthodes qui existent pour justement, en communication non violente, pour exprimer nos besoins clairement, parce que souvent les disputes ça vient de non-dits ou d'attentes qui n'ont pas été respectées. Et j'avais lu un livre comme ça sur les émotions. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec mes émotions, surtout la colère. Et en fait, quand on a une émotion négative, c'est qu'il y a un besoin derrière qui est insatisfait. Donc pareil, les disputes en couple, ça fonctionne comme ça. On a un besoin insatisfait, on communique pas. Donc on le dit mais de manière violente et c'est pas la bonne solution, quoi. le livre Les 5 langages de l'amour, vous l'avez déjà lu ou pas? Fait transparaître un peu aussi ce que tu venais de dire. On l'a pas lu, non. Mais je vous conseille, très très bon livre. Alors, moi je l'ai pas lu, mais je connais les 5. T'as le toucher, si je dis pas de bêtises, les services rendus, le temps de qualité, Les paroles valorisantes. les paroles valorisantes et les surprises des cadeaux. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. On a fait des vidéos dessus et c'est vrai que du coup moi je t'ai déjà demandé lesquels étaient tes préférés et toi tu m'as déjà demandé lesquels étaient mes préférés. Et aussi, on adapte nos actions en fonction de l'autre qu'il aime, quoi. Ça, c'est un vrai sujet parce que des fois, en fait, on attend de l'autre qui nous donne quelque chose que nous, en fait, on ne donne pas déjà par défaut. On n'a peut-être pas les mêmes attentes dans les deux sens, donc trop bien que vous communiquiez. Et est-ce que le fait justement de communiquer, ça veut dire que vous êtes jamais disputé? Ou alors c'est déjà arrivé une ou deux fois qu'il y a un peu une dispute où vous avez peut-être un peu haussé le ton? On s'est disputé 2 fois, si tu veux, tu peux en reparler. 2 fois en 2 ans. T'as pas fait la liste, elle. 2 fois en 2 ans pour un facteur extérieur. Et c'était avant qu'on mette en place notre méthode de communication, donc le MTARS. Ouais, c'est une méthode de communication non violente qu'on a créée. Et en fait, on l'a créée justement après ces 2 disputes-là qu'on a eues. Et depuis, on ne s'est plus jamais disputé. Donc ça fait... Alors, moi, je pense
ça peut être intéressant. Genre, c'est un peu risqué, mais faut faire attention. Mais ça peut être intéressant de au moins une fois se mettre en colère, s'énerver, mais de manière contrôlée, pas de manière irrationnelle, se mettre en colère de manière tempérée, on va dire. Mais tu choisis pas souvent. Ouais, ça se contrôle pas, des fois. Tu veux dire peut-être plus le laisser monter? Voilà, mais volontairement le laisser monter, pas le laisser contenir, pour montrer que on n'est pas, on dit pas oui à tout. On se plie pas en quatre pour son partenaire et que s'il y a des limites, des règles qui ont été franchises alors que clairement on les avait délimitées, eh bien le fait de au moins avoir vu son partenaire en colère une fois, eh bien ça va nous refroidir à franchir de nouveau cette limite. Mais pour ça, il faut être maître de soi et se connaître ses limites. Et ça, franchement, c'est pas évident. Non, je pense que quelqu'un de fort intérieurement, c'est quelqu'un qui sait de quoi il est capable en étant en colère, mais qui décide de l'utiliser à bon escient et pas à tout va et se laisser emporter par ses émotions. Garder ce feu intérieur pour des projets, par exemple pro ou autres, mais ce feu intérieur, le contrôler. C'est ça, mettre son énergie dans les choses qui servent, quoi. Mais pas, je pense une fois ça suffit, pas trop le faire, parce que en fait, quand tu t'énerves, eh bien ça froisse la relation. C'est exactement comme une feuille de papier que tu viens froisser comme ça, bah t'as beau la déplier, t'as toujours les marques du pli, de la pliure, de la colère, et ça s'enlève pas. Tu vois, carrément, nous, ça nous a tellement marqué qu'on les compte. Et justement, pour contrer ça, maintenant, c'est bon, c'est à quoi je ressemble quand je suis en colère. Je pense qu'elle n'a pas envie de me revoir en colère. Et pour contrer ça, on a créé la méthode MTARS. Donc MTARS, M pour le moi, qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette situation. J'observe, je ressens. Voilà, j'ai ressenti c'est vraiment ça. en utilisant le jeu. Et il faut surtout pas utiliser le tu pour faire des reproches. C'est vraiment je suis dans l'observation et je dis ce que je ressens. Ouais, le tutu. Le tutu. Ouais. Ah. Le petit train là qui passe. Tu connais pas? Ouais, c'est ça, c'est en communication. Toujours, j'ai un exemple. Au lieu de dire tu ne m'attires plus, c'est de ta faute, tu dis je ne suis plus attiré par toi et c'est de ma faute. Là, c'est très différent. Ouais. C'est très différent. Donc, toujours s'exprimer en jeu. Donc, voilà ce que j'ai ressenti. M de MTARS, moi. Ensuite, le T, c'est toi maintenant. Qu'est-ce que tu as ressenti? Donc, l'autre, le partenaire, pareil, il va dire moi aussi, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. M, T, A, c'est pour. Le A, c'est pour les attentes. Donc, là, pareil, si on a eu un besoin insatisfait, on va venir le communiquer à l'autre. Ouais, c'est quoi les attentes qui n'ont pas été respectées. R, c'est pour récapitulatif. Donc, ok, après avoir discuté 10-15 minutes, si je récapitule en une phrase. Ouais, de manière objective, la situation. T'as ressenti ci, j'ai ressenti ça. L'attente qui n'a pas été résolue, c'est ça. Ok, au moins on a la situation sur la table. Et enfin, le dernier S pour solution. Sachant cela, c'est quoi la solution commune qu'on peut apporter pour ne plus que ça se reproduise. Comme un terrain d'entente qui permettrait aux deux d'être satisfaits au final. Ok, trop bien. Et comme ça, au lieu de crier sur son partenaire, dire c'est ta faute, le toujours jamais, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, c'est jamais toi qui sors dans les poubelles. Et ça a été quoi alors du coup, si vous voulez bien évidemment le partager, du coup une des disputes concrètement c'était dû à quoi? C'était une des fréquentations de Lali que je n'appréciais pas et que je lui avais dit de manière calme, très posée, que c'était une fréquentation que je ne soutenais pas. Et je peux dire, j'aime beaucoup de personnes, mais quand il y a des mauvais profils, je les sens direct et je préfère m'énerver un petit peu préserver notre couple. Voilà, c'était une relation que je recommandais pas du tout. Et il s'avérait que, par surprise, je voyais qu'elle continuait à côtoyer cette personne-là. Enfin bon, ouais, et moi, on va revenir là-dessus. Et du coup, après, il y a cette méthode donc, que vous venez d'énumérer, du coup, vous a aidé à régler un peu toutes les disputes. En fait, j'avais la méthode en tête, mais on n'avait pas mis des mots dessus. Et moi, je connaissais la communication non violente, j'avais déjà lu des livres dessus, etc. Et là, on a vraiment créé un schéma. Comme ça, j'avais une feuille et tout, et on a fait
On pourrait faire une vidéo là-dessus. Pas mal. Est-ce qu'on ferait pas le petit, On fait le petit jeu. Allez, on fait le petit jeu. Let's go. Alors en gros, on va vous demander de classer les éléments que je vais vous citer du plus important au moins important dans un couple, dans votre couple. C'est la communication, la fidélité, le rapport intime et l'empathie. Ma fidélité en premier, plus important. D'accord. Oui, c'est la Indéniable. base. Ouais, c'est la base. Ah, mais j'ai déjà oublié, il y a quoi Communication, rapport intime et empathie. Moi, je mettrais communication Ouais. en deuxième, Moi aussi. empathie en troisième et rapport intime en quatrième. Ouais, pareil, j'en fais pareil. Trop bien. Ok, vous êtes alignés là-dessus. Ouais. Trop cool. Trop bien. On fait le deuxième jeu. Vas-y. Ouais, sympa, j'aime bien. On a un deuxième petit jeu. En fait, là, je vais vous poser des questions. Je vais vous dire qui est le plus. Par exemple, la première, ça va être qui est le plus romantique. Et là, on va faire 1, 2, 3. Et là, vous. Ah oui, soit ça ou soit ça, comme ça. ça. Ok, ça marche. Alors, le premier, c'est qui est le plus romantique. Faut faire 1, 2, 3, je pense. Ouais. Ah, j'aime les couchers de soleil. Ou alors, dès que j'arrête comme ça, c'était parfait. Dès que j'arrête, vous pouvez vous. Qui est le plus attentionné? Ah, je sais pas. Hein. Attention. Ouais, bon, on va dire toi quand même. Mais c'est mitigé. Moi, je trouve que je suis attentionnée quand même. Oui, c'était très attentionné. Moi aussi, très. Mais je dirais. Bah après, c'est de mon prisme aussi. Bon, bref, vas-y, tu veux quoi? Vous êtes tous les deux très hauts, mais peut-être que toi, t'es un tout petit peu plus Ouais, élevé. Bien, ok. C'est ça. Qui est le plus patient? Qu'on dit là-dessus. Qui est le plus bavard? Ah oui, moi la nuit, je suis là dans le lit. Ah là 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 là, je me philosophie et lui est là. Ouais, je vais dormir. Ah, je dors à 22h30. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, ma copine a fait exactement pareil le soir avant de m'endormir. Elle a dit viens, on papote. Et pareil, ça passe. Je me dis s'il te plaît, viens, on dort. Et on va. Vraiment. Ça à l'infini. Qui est le plus drôle? Quoi? Mais tu fais la même blague toute la journée à chaque fois. Non, moi, enfin, en vrai, on est tous les deux drôles, on se tape des grosses barres ensemble. Ouais, c'est drôle. Enfin, Ouais, l'un va avec l'autre, quoi. Après, Ouais. moi, j'ai plus de blagues mémorables. On veut une blague. Non, je rigole. je vois que je parle et que je dis une petite phrase, tu fais oh, que ça, Ah c'est oui, pas drôle. Si, c'est drôle. Non. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est mon pouce. Et le dernier, qui est le plus foufou? Moi. Quoi? Ah, moi, je pense que je suis fou. Ah ouais? Ouais. Dans quel sens vous êtes foufou? Une fois, j'ai fait. Vous connaissez Gollum dans le Seigneur des Anneaux? Oui. Je l'ai fait dans la rue une fois. Ah oui, masterclass. Ah ouais. Moi, je suis. Oui. Parfois, j'ai des pulsions comme ça. Ah ouais, non, c'est peut-être elle. T'inquiète, je fais pas. Ah, moi, je serais pas goulou. Une fois, j'ai fait des tractions dans le train. Une fois, j'ai chanté au milieu d'une gare. Ouais, je parie que toi, des fois, moi aussi, je fais des imitations comme ça dans la rue. C'est trop Ouais. On a qu'une vie, hein, c'est tout, voilà. Trop cool. Alors, c'est vrai que du coup, là, vous avez dit d'un point de vue personnel, mais du coup, d'un point de vue professionnel, est-ce que finalement, vous avez eu les mêmes attentes entre votre quotidien que vous aviez avant même de vous rencontrer et ensuite, du coup, l'alignation du professionnel qui est arrivé là-dedans, où certes, vous étiez tous les deux dans le développement personnel. Comment vous avez pu gérer un peu cet équilibre-là dans votre rencontre? C'est vrai que la frontière, elle est fine. Hein. La Oui. frontière. Mais- Bah, surtout là, c'est pro-perso aussi, même dans la maison même. Moi, je joue du piano là, c'est du perso. Par contre, j'allume une caméra, je joue du piano, c'est du pro. Hein, donc, Mais- la frontière est très fine. Ouais. On a quand même cette chance d'être créateurs de contenu tous les deux et d'avoir des objectifs de vie communs. Et ça, franchement, c'est incroyable parce que tomber sur une personne comme ça, je pense que c'est très rare. Enfin, on a les mêmes valeurs, etc. On veut être conférenciers tous les deux. Certes, pas forcément les mêmes domaines précisément, mais on est dans le développement personnel, créateur de contenu. Et franchement, on a cette chance-là de pouvoir switcher très rapidement, quoi. Moi, je sais quand on est dans le pro et quand dans les persos, tout simplement parce que dans mon pro, j'ai deux facettes de ma personnalité. Dans le côté pro, je suis ultra sérieux, mais c'est-à-dire je prends très à cœur et très au sérieux mon travail, mon métier. Et moi, ma philosophie d'entreprise, c'est toujours pro et propre. Je pense que vous pouvez en témoigner, mais je mets un point d'honneur
à faire les choses bien et de manière sérieuse. Donc ça, c'est mon côté pro. Et je sais que des fois, avec Eulalie, quand on a des discussions plus sérieuses sur les vidéos, bah là, je sais qu'on est dans le pro. Et j'ai une autre facette de ma personnalité qui est assez marrante, assez plus légère, qui se prend beaucoup moins au sérieux, pour le coup, plus drôle, plus foufou. Et là, je sais qu'on est dans le perso. Donc quand je suis sérieux, c'est que je suis en mode pro, et quand je suis un peu foufou, je suis en mode perso. Ok. Voilà un petit peu la frontière. Parfois ça switch assez vite, hein, C'est vrai. mais voilà comment je sais où je me situe. Par exemple, en début juillet, on est allé en Corse ensemble. Et là, franchement, on a fait 8 jours où on était en mode Full off, perso. Ouais. du coup. Ouais, l'interrupteur on-off, c'est la... Pour vous dire, je me suis philosophie. même habillé en blanc pour la première fois. Alors que jamais t'avais fait ça. Ouais, c'est rare, c'est rare. Et oui, là, on était vraiment en mode on profite, etc., on se repose. Et après, quand on est revenu, c'est là qu'on a commencé les vidéos, qu'on a énormément travaillé au final. Et moi, en fait, j'arrive dans une journée à faire les deux. C'est-à-dire que la journée, je travaille et le soir, je me repose. Mais c'est vrai que Cyril, lui, c'est très par phase. C'est-à-dire que toi, tu as une phase où tu vas travailler et après, tu vas avoir une phase où tu vas te reposer. Alors que moi, j'arrive à mixer les deux. Ok, trop bien. Et du coup, tout à l'heure, par exemple, tu disais comme quoi tu avais rencontré Eulalie et que c'était avant que tu perces sur les réseaux sociaux. Mais du coup, toi, Eulalie, comment tu as vécu justement sa montée en puissance sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as eu des ressentis vis-à-vis de ça? Comment tu as géré ça? Même si toi aussi, tu es montée en puissance, bien évidemment. Comment tu... Ouais, je monte progressivement. Ah bah là, en ce moment, oui, en ce moment, oui. Mais ça change pas que tu montes, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, t'avais pas percé. Et en fait, tout de suite après notre rencontre, tout de suite, t'es monté en flèche et toi, tu t'es dit, oh, c'est un signe. Ouais. Et, Je disais, je touche du bois. C'est trop mignon. C'est son porte-bonheur. Vraiment. et moi, j'étais très contente pour toi. En plus, t'avais une montée phénoménale. Je me souviens, une fois, on a regardé un film et juste en 2 heures de film, après, il a fait, ah, j'ai pris 10K. Comme ça, sur Insta. Ouais, je pense en une journée, mon record sur Instagram, c'était de prendre d'un coup 10 000 abonnés. Mais là, c'était vraiment à mon prime historique. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, on regardait Spider-Man même. Et entre le début et la fin, j'avais pris 1000 abonnés. Comme ça, je fais, wow, quand je regarde des films, mes vidéos tournent trop bien. Et donc, j'étais très très contente pour lui. Et puis aussi, quand il se fait reconnaître dans la rue, je laisse prendre ses photos, etc. Il y a juste quelques fois où, par exemple, on était à Europa Park une fois et il s'est fait reconnaître une vingtaine de fois. Et moi, à la fin, je me disais, mais t'es là pour tes abonnés ou t'es là avec moi Est-ce que du coup, il y a un élément un peu de comparaison entre justement vos deux montées en puissance sur les réseaux sociaux? Est-ce que du coup, il y a eu cette comparaison aussi bien pour vous que du coup dans un couple en règle générale? Je vais reprendre déjà la métaphore de l'arbre. Quand tu as un arbre qui mesure 15 mètres et l'autre qui mesure 10 mètres, forcément, on se dit pourquoi je suis pas à la hauteur? Est-ce que je me sens légitime même? Et pour ça, c'est naturel, hein, même ça arrive chez Eulalie, elle m'avait dit ouais, et toi t'as percé direct, pourquoi pas moi? Pourtant je fais les mêmes vidéos, etc. Donc toujours c'est d'un point de vue comparaison. Et pour celui qui mesure 15 mètres, eh bien, redescendre les pieds sur terre, c'est très important. Et non pas voir le couple comme une compétition de moi je suis meilleur que toi, toi tu devrais faire plus, etc. Mais vraiment voir le couple comme une équipe. Et donc il y aura un troisième arbre. Moi j'aime bien dire 1 + 1 = 3, ça c'est les bons couples. Et le troisième arbre, c'est le duo. Et c'est sur cet arbre-là qu'il va falloir se concentrer. Ça sert à rien d'avoir 2 arbres gigantesques, mais le troisième arbre, il est bancal. Ça sert à rien, parce que d'un point de vue personnel, c'est une chose, d'un point de vue couple, c'en est une autre. Et c'est important de prendre soin justement de ce troisième arbre. Et c'est sur ce troisième arbre-là qu'il faut se concentrer. Et il ne faut pas se dire ouais, mais toi, tu es meilleur en dessin, moi, je suis plus fort en maths. Et ça sert à rien de se comparer. L'idée, c'est de mettre en commun nos forces. Ça, c'est... Non, je dis juste un petit truc. Ça par exemple, c'est de l'ego. Et en fait, l'être humain, il cherche énormément à être apprécié, à être reconnu pour sa valeur. Mais au final, il est tout le temps dans l'ego au lieu d'être dans l'amour. Et ça, c'est vraiment, je pense, la plus grosse leçon que j'ai appris avec toi. C'est que, en fait, dans une relation, on n'est pas 2 individus séparés qui sont en couple, etc. Non,
on est une entité et on fusionne et il faut qu'on avance ensemble, quoi, dans la même direction. Et c'est pour ça qu'il faut avancer dans le chemin de l'amour et pas de l'ego. Ça, c'est super important. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, donc que ce soit créer du contenu ensemble ou alors la collaboration d'une marque, je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou vous collaborez ensemble, ou c'est pas forcément une dispute mais vous étiez un peu en froid. Comment vous avez fait un peu pour gérer donc imaginons ça c'était la veille, une petite dispute ou autre, et le lendemain vous devez collaborer, vous n'êtes pas forcément trop parlé, ou alors peut-être que vous êtes parlé, mais et derrière vous devez quand même mettre en œuvre parce que le contenu ne va pas se faire, ou en tout cas la collaboration doit naître et doit être livrée. Là, c'est le pro et le perso qui se séparent. Alors déjà, chose très importante, c'est dès qu'il y a un problème, le résoudre directement. Okay. Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça d'un côté. Okay. Pas fâché. Ouais, on se couche pas fâché, ça c'est vraiment comme un entrepreneur, dès que tu as un problème, bam, plus vite tu le résous et mieux c'est. Parce qu'en fait, si tu laisses traîner le problème, ça va grossir et le problème, ça va être une mauvaise herbe. Et il faut les enlever directement. C'est pourquoi la communication, très important. Communication, c'est à la fois la source de tous les problèmes et à la fois la source de toutes les solutions. Et l'écoute aussi. Parce que... Ça fait partie de la communication, mais oui, l'écoute, c'est très important. On précise pas assez. On dit qu'il faut communiquer nos attentes, etc. Mais aussi, l'autre, il faut pas seulement qu'il l'entende, il faut qu'il l'écoute et qu'il comprenne ce que tu dis, tu vois. Ça va dans les deux sens, ouais. C'est pas juste communiquer, je fais un monologue et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, de l'écoute active où en fait on écoute, mais derrière après il y a de l'action qui est mise en place à partir de ce qu'on entend aussi. Ouais. Ça me rappelle de ce que tu disais, j'ai regardé une série Netflix il y a pas longtemps qui s'appelle Inounamas, enfin bref, une série, peu importe. Et en gros, il y a deux sœurs dans cette série-là qui dit à chaque fois, elles ont tendance en fait à chaque fois à se disputer, et à chaque fois, en se disputant, au moment où il y a une des deux qui doit se barrer, va se dire t'as oublié la règle principale, et du coup ils se rejoignent et ils se disent on s'engueule jamais avant de se séparer, donc c'est un peu ce que vous dites du coup par rapport à votre relation, donc c'est beau, c'est cool. Et depuis tout à l'heure on parle beaucoup de dev perso parce que c'est votre thématique phare. Quelle vision vous avez du dev perso entre vos débuts de création de contenu où il y a peut-être 3-4 ans et maintenant? Alors déjà, le développement personnel, c'est très contourné, etc. Enfin, je trouve que c'est très sectaire et les gens ont une mauvaise vision du développement personnel. Moi, je pense que ça a énormément évolué. Et puis aussi, quand j'ai rencontré Cyril, j'ai aussi changé ma vision du dev perso. Au début, je me disais, et ça je le pense toujours aussi, c'est que le développement personnel, c'est pour chaque être humain qui souhaite simplement s'épanouir et être une meilleure personne. Et pour être une meilleure personne, pour moi, il y a 4 piliers. Toi, il y en a 3 et tu vas les expliquer après. Donc, il y a l'état physique, donc le corps, les vêtements, etc., l'aspect physique. Ensuite, il y a l'état sociétal, donc c'est-à-dire le cercle d'amis, tout ce qui est l'entourage, etc. Troisièmement, l'état mental, donc l'intelligence. Ça rejoint ce que tu dis, toi. Comment tu te cultives, l'intelligence, ton bord politique, etc. Et enfin, il y a l'état émotionnel. Donc là, oui, c'est pas tout ce que tu ressens, comment tu te comportes, etc. L'empathie, et voilà. Donc pour moi, ça, c'est les 4 états qu'il y a dans le développement personnel. Ok, très sympa. En fait, j'ai une autre définition du dev perso qui est un peu plus rationnelle, et en fait moi j'ai un bac plus 5 en dev perso donc ça va faire bientôt 5 ans que je connais le développement personnel, que je le pratique et que j'essaie de m'améliorer au quotidien, pour moi déjà, je suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire dit le dev perso c'est sectaire. Pour moi une secte c'est une secte. Ça a son truc, et le dev perso c'est le dev perso. Et là où il y a eu on a mal compris ce que c'était réellement le dev perso, c'est que il y a des personnes en spiritualité qui donnent des conseils basés sur des croyances, donc c'est pas scientifique, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, et ils appellent ça du développement personnel. Mais c'est pas ça le vrai dev perso. Initialement, le dev perso, comme son nom l'indique, c'est juste développer sa personne, c'est tout. Donc déjà, ça part d'un truc positif. Maintenant, tu peux pas comprendre c'est quoi le vrai dev perso si t'as pas compris c'était quoi une personne. Et une personne, c'est composé de 3 choses. Le corps,
l'âme et l'esprit. Dans l'Antiquité, il disait il y avait un alignement, le corps ça se trouve au niveau des parties génitales, l'âme au niveau du cœur et l'esprit au niveau du cerveau. Donc le physique, l'âme, la personnalité et l'esprit, l'intelligence. Tu avais cet alignement de l'individu entre le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, le dev perso, c'est juste améliorer sa personne, améliorer son physique, sa personnalité et son intelligence. C'est très concret, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de surnaturel, et c'est ça le développement personnel. Voilà, c'est pas autre chose. Déjà, c'est pour poser les bases. Et comme disait Eulalie, t'as le physique, oui. L'âme, en fait, elle se travaille via la relation aux autres, et ça inclut les émotions aussi. Et après, l'intelligence, voilà, c'est les connaissances, l'imagination, le fait d'associer les bonnes idées, et tout ça, ça se travaille. Et donc, moi, quand j'étais en prépa, je me posais des questions déjà en cours de maths, je m'ennuyais un petit peu, et je me demandais, voilà, c'était quoi le sens de la vie, comment se développer, etc. Donc je philosophais un petit peu dans ma tête en cours de maths, et j'en avais conclu que pour s'améliorer, c'était ces 3 composantes. Et jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, j'ai encore la même définition qui est le corps, l'âme et l'esprit. Améliorer son physique, sa personnalité et son intelligence. Trop bien, j'adore. Il n'y a pas un peu cette, justement, par rapport au développement personnel, comme on disait, qui est un peu mal perçu pour beaucoup de personnes finalement, du fait que beaucoup de personnes justement ont mis en avant des leçons du développement personnel et qui justement des fois l'imposent un peu trop justement à des viewers qui finalement n'ont pas eu le même cadre de vie, la même enfance, le même genre de choses, tu vois. Et des fois peut-être que finalement la personne qui reçoit l'information est un peu en mode ils pensent tout savoir et du coup c'est du dev perso, etc. J'ai l'impression que des fois c'est un peu ça. Dans tous les cas, ma recommandation, ça a toujours été, ce sera toujours la même, c'est fais et tu sauras. Ouais. Par exemple, le Miracle Morning, fais et tu sauras. Exemple parfait. Voilà. Moi, je me suis levé pendant longtemps à 5h30. C'était pas fait pour moi. Maintenant, je sais. Voilà, mais à aucun moment, je vais imposer et dire que c'est la seule méthode miracle pour gagner en productivité. Levez-vous à 5h30, bossez sur vos bossez. Fais et tu sauras. Justement, je ne parlais pas du tout par rapport à vos contenus ou autres, hein. Je parlais par rapport à justement ce que les gens, moi, je vois autour de moi, ou même quand moi, des fois, je faisais des contenus sur du développement personnel, on me disait, mais on a l'impression que tu nous l'imposes. Finalement, c'est pas ça. Et donc, c'est là où tu fais, tu seras. En fait, sur les réseaux sociaux, l'enjeu, ça va être de se démarquer parce qu'il y a beaucoup de perroquets. On va dire, y a un mec qui parle de Miracle Morning, oh vas-y, viens, je repartage le conseil sans même l'avoir testé. Et c'est en ça où les gens ont beaucoup aimé mon contenu, c'est parce que tout ce que je dis, je l'ai appliqué avant. Tous les conseils que je repartage, c'est des conseils avec du vécu. Et à aucun moment je partagerai des conseils basés sur rien, ou si je le fais, je mets un petit disclaimer et je dis attention, ce que je vais partager là, ça va prendre avec des pincettes, il n'y a pas de réelles études, testez et vous verrez si ça marche. Donc vous vous basez plus comme des explorateurs qui après partagent les choses que vous avez explorées, c'est ça? Des aventuriers, ouais. Ouais, des aventuriers. Aventuriers de la vie. Oh. Aventurier de la vie, mais quand même, c'est intéressant de prendre l'expérience des autres et d'aller plus vite. Parce que, par exemple, le concept de Miracle Morning, quelqu'un l'a théorisé, l'a essayé, l'a expérimenté, et c'est intéressant aussi de prendre de ses connaissances pour aller plus vite sur ce sujet et savoir, ok, est-ce que c'est vraiment bon ou pas, etc. Donc, J'ai une vraie question par rapport au dev perso. En fait, on a plein de méthodes pour se développer personnellement. Quelle est la méthode, si vous deviez en citer une seule, qui aujourd'hui vous permet de vous développer et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui? Votre méthode préférée de développement personnel? Ça peut être sur n'importe quel sujet. Pour moi, c'est changer ses perceptions. On en a parlé tout à l'heure. Voir des leçons dans la vie plutôt que des bombes ou des missiles, j'en sais rien, mais vraiment voir au final le beau qu'il y a dans la vie et les leçons qu'on peut tirer plutôt que le négatif. Et nos perceptions, elles vont changer après notre façon de penser, notre mental et aussi nos actions et au final qui on est, quoi. Donc tout part, je pense, des perceptions. moi, je dirais, conseil numéro 1 pour s'améliorer personnellement, c'est avoir l'intelligence. C'est très différent que d'être intelligent, par exemple.
Tu peux avoir 80 de QI, mais avoir l'intelligence de prendre soin de ta santé. Tout comme tu peux avoir 130 de QI, mais ne pas avoir l'intelligence de prendre soin de toi. Donc, avoir l'intelligence pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour se développer personnellement. Et une fois que tu as l'intelligence, tu peux tout faire. Et pour moi, c'est trop sous-coté le fait d'avoir l'intelligence. Beaucoup de personnes surévaluent le fait d'être intelligent, mais moi, je dis, il ne faut pas être, il faut avoir l'intelligence. Et c'est en s'instruisant, c'est en rencontrant des personnes, c'est en faisant ses propres expériences qu'on développe cette intelligence. Et à l'inverse, si vous deviez déconstruire un préjugé qui vous agace sur le développement personnel, vous diriez quoi? Le développement personnel, c'est bullshit. Ce préjugé-là vient d'une mauvaise définition de base. Si tu reprends ma définition, c'est très concret. J'en suis la preuve vivante, te l'a dit aussi. Mais par contre, si tu associes le développement personnel avec de la spiritualité, c'est pas bon, c'est une mauvaise association. La spiritualité, c'est une branche du dev perso, mais c'est pas le dev perso. Mais je suis d'accord sur ce préjugé-là. Et puis c'est aussi, ces personnes-là n'ont pas testé, et c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est fait et tu sauras. Moi je sais que ça a changé ma vie, et pendant un temps, j'ai voulu justement montrer aux gens comment faire, etc. Mais au final, c'est à chacun de tracer son propre chemin, sa propre destinée. Et moi, juste, je vis ma vie et les autres voient mes changements, voient mon évolution. Et puis, c'est à eux de voir s'ils veulent changer après. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ça m'a bouleversée complètement. Ça a changé ma vie. Et tout ça, c'est grâce au développement personnel. Donc, D'où Mademoiselle Destinée, du coup. C'est un lien, tu as dit le terme destinée, mais du coup, est-ce que c'est lié directement à ça? Ouais, c'est ça, c'est trace ta destinée. Trop bien. Donc le conseil que vous donneriez en fait aux gens qui aujourd'hui se sentent mal, c'est de passer à l'action. Moi, je suis un peu un théoricien en vrai. Je suis cursus d'ingénieur, j'ai beaucoup passé de temps devant un bureau à lire des bouquins. En fait, le développement personnel, c'est une discipline. Et comme toute discipline, il y a de la théorie et il y a de la pratique. Si tu fais que la pratique, si tu fais que passer à l'action comme un bourrin sans t'intéresser à la théorie, tu peux perdre beaucoup de temps. Et en revanche, si tu fais que passer ta vie dans les livres, la théorie, et que apprendre des conseils mais tu n'appliques jamais, ça sert à rien, c'est de la branlette intellectuelle. L'idée, c'est d'avoir les deux, de s'instruire et de tester, pas juste de passer à l'action. C'est quoi les pourcentages pour toi? Moitié-moitié, les deux sont tout aussi importants. Tout comme quand tu fais une vidéo, le fond et la forme, c'est tout aussi important. Tu parles de théorie, si vous deviez conseiller une seule lecture en développement personnel, ce serait laquelle? Je pense qu'on est d'accord sur le livre. Ouais. L'alchimiste de Paulo Coelho. Alors pourquoi ce livre? Il faut savoir, c'était mon premier livre de développement personnel que j'ai lu, qui a été recommandé par YouTube. Et c'est vraiment ce livre qui m'a fait comprendre déjà la notion de légende personnelle et le fait que la vie, c'est une aventure. Et si tu joues au jeu de la vie en mode par défaut, tu passes à côté de plein de choses. Et toujours rester ouvert d'esprit, être à la recherche de sa légende personnelle et une fois que tu l'as trouvée, l'accomplir. Ouais. Et il y a aussi une grande notion de destin. Et en fait, la force de ce livre, c'est que c'est un conte philosophique. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire et c'est pas seulement des conseils comme ça à mettre en pratique dans sa vie. Moi, ce livre, je l'ai lu en 2 jours tellement j'étais captivée. Et franchement, les valeurs qu'il y avait dedans, je m'y suis retrouvée. Et ça se lit très facilement. Et puis, il y a énormément de valeurs dedans, quoi. Donc, franchement, foncez le lire. J'ai une petite dernière question pour justement un peu retrancher avec le dev perso et les relations, le sujet de cet échange. Ça serait, si imaginons il y a un couple, ou plutôt une personne d'un couple qui arrive devant vous et qui a juste cette phrase en tête, dire comment je fais si mon partenaire me trompe, vous répondrez quoi à ça, pour le rassurer, pour l'aider par rapport à la tromperie, le phénomène de tromperie? Elle est plus forte que moi en relation. Moi, je suis plus fort dans ce qui est motivation, etc. Et après, je pourrais dire ce que je pense. Toi, t'es plus dans les conseils, moi, je suis plus dans l'écoute et dans l'empathie. Ouais, c'est ça, exactement. Et déjà, j'essaierai d'écouter la personne un maximum, savoir connaître l'histoire derrière, parce que c'est dur de conseiller si on ne connaît pas l'histoire derrière. Donc voilà, écouter ce qu'elle a à dire, essayer de savoir pourquoi. Et puis, je sais que pour nous,
même si ça arrivera pas parce qu'on a un contrat et on sait ce qu'on fait, si ce genre de choses se passe, c'est fini, il n'y a plus de relation. Mais c'est vrai que chacun est différent et ça dépend si la personne est prête à pardonner ou pas, ou si elle a trop d'ego, et dans ce cas-là, il vaut mieux mettre fin à la relation. Ok. Et aussi, ça dépend de la gravité de la tromperie. Bien sûr. Mais bon, tromper, c'est tromper, Oui, donc c'est trompé, ouais. c'est nul dans tous les cas. Ça revient aussi au premier mot de votre réponse tout à l'heure. Dans tous les cas, vous, c'est fidélité aussi. Il y en a des fois qui mettront pas forcément la fidélité au point numéro 1. Ça arrive. Après, voilà, faut être au clair dès le départ de ce qu'on veut et des limites. Mettre un cadre, en fait. Voilà, et moi, j'ai dit dès le départ, et on l'a même mis par écrit, Tu m'avais c'est fait important. peur, t'es là, dans l'appel, faut qu'on parle. T'es là, quoi? Ouais, voilà, dès le départ, j'ai instauré un cadre. Super important de faire ça. Si tu n'instaures pas de cadre au début et que tu laisses la relation se dessiner au fur et à mesure, mais tu sais pas trop où se trouvent les limites ou quoi, ça peut être dangereux, justement, parce que s'il n'y a pas de cadre, on va venir tester des limites et c'est important d'en avoir conscience et de les rendre explicites, ces limites. Et moi, dès le départ, voilà, après quelques semaines de relation, je lui ai dit, bon voilà, faut qu'on parle, je vais instaurer des règles dans notre couple, et ces règles, il va falloir s'y tenir. Déjà, première règle, il faut respecter coûte que coûte nos 3 valeurs qui sont confiance, honnêteté et authenticité. Et toute notre relation vont se baser sur ces 3 piliers. Donc ça, c'est la première règle. Et ensuite, deuxième règle, très simple, il faut une exclusivité sentimentale et corporelle. Oui. Ça, c'est indéniable. Et ensuite, une fois qu'on a posé des limites, c'est bon, le cadre est assez grand pour qu'on puisse s'épanouir et grandir, mais les bordures, elles sont bien fermes. Et à savoir, moi je lui ai dit aussi, dès le départ, je lui ai dit, si une des 2 règles sont brisées, c'est fini. Moi, c'est du one shot et il n'y a pas de retour en arrière. Et moi, j'ai assez confiance en moi pour rebondir, être antifragile et si possible, moi, je prends toujours les enseignements et c'est jamais du temps perdu parce qu'à chaque fois j'en apprends, à chaque fois je grandis et c'est pour ça dès le départ fixer les règles et toujours savoir rebondir les 2 options. Si elle respecte ses règles, c'est parfait, c'est la bonne partenaire. Si elle ne respecte pas ses règles, et tant mieux parce que j'ai pas de temps à perdre et plus tôt elle franchit ses règles et plus tôt c'est pour moi pas la bonne personne. Trop bien. Je pense incroyable, je pense qu'on est... on peut finir sur ces conseils incroyables de vous deux, de vos parts. Merci à tous les deux. De beaux conseils, une belle histoire. Et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens aussi d'entendre tout ce que vous avez dit avec les concepts, la théorie et aussi votre histoire personnelle. On a été repris plusieurs fois, mais au final, les gens ne nous connaissent pas et au final, à travers un podcast, c'est bien aussi parce qu'on apprend à connaître les gens et c'est mieux, je trouve. Est-ce que tu veux conclure auprès de... On leur laisse peut-être le mot de la fin. Ouais, tout à fait. Là, si vous aviez un mot à partager aux personnes qui vont regarder, ce serait quoi? Vas-y. Tu veux pas le dire en cœur? Vas-y. 1, 2, 3. Mektoub. Mektoub, pour ceux qui connaissent, c'est le destin, la destinée. Dans l'alchimiste. Vous pouvez le connaître. Ouais, lisez l'alchimiste, vous aurez la Ok, référence. Et grosso modo, si tu as une légende personnelle, si tu as une vision, eh bien c'est ton devoir de l'accomplir. Et il ne faut pas hésiter à y mettre les efforts parce que même si aujourd'hui c'est dur, même si aujourd'hui tu es dans le mal, tu n'es pas à ta meilleure forme, il faut toujours voir long terme et les efforts ça paye toujours. Ma phrase préférée c'est l'effort, crée l'effort. N'oubliez jamais ça. L'effort crée l'effort. Bon, on va finir sur ça. Trop cool. En tout cas, c'était du coup sous les apparences. Donc likez, commentez maximum, partagez ça autour de vous. Et merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Lali. C'était incroyable. Gratitude. Merci à vous.